Jacques Lacroix. Oui, oui, oui. Voilà. J'ai compris, voilà, je marque, j'ai compris. Eh bien, bonsoir à tous. Heureux de vous rencontrer par cette vidéoconférence sur le sujet des Médiolanones. Merci au président des Amis des études celtiques pour son invitation et merci de votre présence à tous. La question des Médiolanones suscite intérêt et curiosité. On y décèle une grande richesse de sens, mais en même temps, elle est très embarrassante, hein. Il faut bien le dire. Le terme est intrigant et la notion est difficile à cerner précisément et à bien comprendre. Que signifiait donc le nom de Médiolanone? Est-ce que c'est un problème insoluble? Eh bien, en repartant des différentes pistes qui ont été envisagées, nous allons tâcher d'y voir un peu plus clair, même si ça ne paraît pas très facile. Alors, premier point, 4 études principales qui représentent des articles fondateurs ont étudié la question et il est important de les citer. La plus ancienne, c'est celle d'Auguste Longnon en 1887, dans un article bref mais dense qui a été publié par la revue Celtique. Autre article essentiel et moins connu, celui de Léon Berthoud dans la revue Pro-Alésia, une étude riche qui évoque les principaux problèmes concernant ce toponyme. On connaît par contre bien mieux l'article de Christian Guyon-Var, paru dans Ogam, qui donne une première grande liste détaillée de tous les noms de lieux issus de ce type. Enfin, Jean-Michel Desbordes, dans la revue archéologique du Centre, est revenu sur le problème en 1971 en faisant d'intéressantes remarques sur des aspects qui n'étaient pas encore perçus. Plus récemment, 3 auteurs se sont penchés sur le sujet. Yves Vadé, qui a développé une approche originale dans une série d'articles. Je note les 3 plus importants ici. Il y a eu également Graham Robb, dans son ouvrage sur les sentiers ignorés du monde celte, qui a consacré 2 chapitres au Médiolanones. Et puis, enfin, nous avons abordé nous-mêmes la question dans le tome 3 des noms d'origine gauloise, la Gaule des dieux. Et puis, plus récemment, nous avons étudié en détail les toponymes issus de ce type dans le tome 2 des frontières des peuples gaulois, ouvrage paru l'an dernier, qui consacre à la question des Médiolanones une 50aine de pages. Alors, un ensemble d'attestations antiques nous montre l'existence d'un toponyme Médiolanone qui a eu comme variante Mediolanion, latinisé en Mediolanum ou Mediolanium. Il a produit des noms de lieux qu'on emploie encore aujourd'hui. Ici, vous voyez Méphode, Château-Meillan, Miolin, Milan. Et premier fait à noter, c'est que son emploi, son usage est ancien. Le Mediolanum de Milan est cité par Polybe au IIe siècle avant notre ère, mais le nom lui-même doit remonter à la fondation celte de la cité par les Insubres. Et la preuve nous en est donnée par un texte de Tite-Live que je vais vous citer. Les Gaulois franchirent les Alpes. Ils traversèrent le pays des Taurins. Et après avoir vaincu les Étrusques près du Tessin, ils se fixèrent dans un canton. Ils fondèrent là une ville qu'ils appelèrent Mediolanum. Fin de citation. L'écrivain date cet épisode du règne de Tarquin l'Ancien, donc du VIe siècle avant notre ère. Selon les historiens, on était plutôt au 5e ou 4e siècle. En tout cas, on voit que le toponyme a été employé par les Celtes à une haute époque, hein, ce que soulignait déjà Léon Berthoud. L'usage de ce nom de lieu était dans les habitudes toponymiques 400 ans avant l'ère chrétienne. Autre attestation ancienne du toponyme Mediolanum, eh bien, le Mediolanum correspondant à la petite bourgade de Château-Meillan. Certes, le nom n'est connu qu'en 237 de notre ère. On le retrouve visible de tout le monde au centre du village de Bruyères-à-Lichamps, dans le Cher, sur cette colonne monumentale, une ancienne borne Le Guerre qui a été réaménagée et qui indique 3 stations de la cité des Bituriges, Avaricum, Bourges, Aquaeneri, Néris, et puis Mediolanum, Château-Meillan,
qui est abrégé ici en Mède. Vous voyez les lettres M, E, D. Cependant, ce nom attesté en 237, eh bien, il a dû être employé bien plus anciennement. La cité, en effet, de Châteaumeillan a été fondée par les Gaulois au IIe siècle avant notre ère. Des amphores qui étaient stockés dans les caves ont été retrouvés en quantité dans la localité. Et une partie de ces amphores ont été datées des années 200 à 150 avant notre ère. Un deuxième fait à noter, présent en Italie et en France, eh bien, les médiolanones se rencontrent aussi dans d'autres pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, soit 9 pays en tout, qui ont tous connu un peuplement celte ancien. Donc, on doit penser qu'employé dans des pays jadis celtes, le nom est lui-même d'origine celtique. Alors, c'est en France que les appellations issues de ce type sont les plus nombreuses. Sur cette des peuples gaulois, eh bien, nous avons noté 87 toponymes correspondent à cet appellatif. À quoi il faudrait ajouter ceux de Belgique, ceux d'Allemagne du Sud, ceux de Suisse sur les terres de l'ancienne Gaule. Alors, si le nom est bien celtique, il faut comprendre ce qu'il signifiait dans cette langue, avec ces deux composants visibles, médiaux et l'anon. Et c'est là que les problèmes commencent, hein, beaucoup d'interprétations ayant été donnés. Alors, on a avancé que l'élément l'anon aurait été l'équivalent celtique du latin planum, qui était appliqué à un terrain plat. La chute du P initial est un phénomène bien connu des langues celtiques. Donc, les médiolanones seraient des lieux de la plaine. Ce sens s'applique parfaitement au site de Milan, qui est au cœur de la plaine du Pô, dans un site, on le voit, totalement plat, un terrain totalement plat. Et ce même sens s'applique également bien à des lieux comme Mélan, en Isère, proche de Grenoble, qui montre, c'est vrai, des hauteurs dans le lointain, le massif de la Chartreuse, le massif de Beldon, mais qui se trouve lui aussi sur un site absolument plat, hein, la vallée du Grésivaudan. Bon. Ce sens de lieu plat, eh bien, il est encore privilégié par Pierre-Yves Lambert dans son ouvrage sur la langue gauloise, qui est pourtant une référence. Je le cite, Médiolanon, plaine médiane. Alors, Christian Guyonvard est le premier, rendons-lui ce qui lui appartient, à avoir signalé que le sémantisme de plat ne pouvait pourtant pas être accepté. Je le cite, hein, le malheur veut que le seul adjectif qu'on puisse rapprocher de l'anon, c'est le celtique commun lanos, qui ne signifie pas plat, mais plein. Et on s'aperçoit au demeurant que les sites concernés, pour un tiers au moins, correspondent à des hauteurs. Donc on est loin des lieux plats. On va le voir en image, hein, si vous voulez. Méolan, dans les Alpes de Haute-Provence, à 1100 mètres, et sur un promontoire qui domine le cours de l'Ubaye. Molan, également sur Ouvèze, dans la Drôme, a été bâti sur un rocher à pic de la rive droite de l'Ouvèze. Miolan, en Haute-Savoie, est installé sur un éperon rocheux avec un château qui domine de très haut la plaine de l'Isère. Dans l'Oise, à Saint-Étienne-Roillet, on trouve le mont Berny, qui s'appelait jadis Médiolanum, et ce nom étant attesté sur des tessères gallo-romaines. Autre site de hauteur, eh bien, en Lozère, sur la commune de Langogne, s'élève le mont Milan, promontoire devant la confluence de l'Allier. À Saint-Vitz, à la limite du Val d'Oise et de l'Oise, existe un hameau de Montmélian
juchés sur le flanc d'une hauteur. Et cette butte, au sommet, nous trouvons les ruines du château de Montmélian. En Savoie, un autre Montmélian souligne par son élément mont la présence d'une éminence que vous voyez très bien, hein, le rocher de Montmélian, juché à 350 mètres, qui portait autrefois le château de Montmélian. Partons dans l'Yonne, Montmélian, à Tonnerre, a été aussi le site d'un ancien château et d'un ancien habitat gaulois qui était installé sur la colline Saint-Pierre, qui domine la ville, cette hauteur portant une église du XVIe siècle. Dernier exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, Meursault, en Côte d'Or, est dominé par la montagne du Châtelet de Montmélian, ancien Médiolanum également, avec l'élément mont qui souligne l'éminence, mais on la voit bien depuis le haut du village. Donc on doit éliminer de façon sûre le sens de plat qu'on a donné à l'élément lanon et que Pierre-Yves Lambert donne encore, il ne tient pas. Alors, les médiolanones doivent être des lieux pleins, comme le suggère Christian Guyon-Var. Seulement, comment comprendre cette exception, hein? C'est là tout le problème. Je crois que pour se donner des chances d'y arriver, eh bien, on va se tourner vers l'autre élément de formation du nom, c'est-à-dire médio. Il remonte, lui, sans discussion possible, à un thème celtique qu'on retrouve aussi au niveau européen dans d'autres langues comme le latin, medius, un élément qui signifie ici sans contestation possible, au milieu, qui signifie central. Alors, lieu au centre d'un territoire, on a pensé évidemment à des lieux qui étaient situés en plein cœur des territoires. Est-ce que c'est bien le cas? Plusieurs historiens ont rapidement dénoncé ce sens. Et déjà très anciennement, hein, Auguste Longnon remarquait que plusieurs des localités dont le nom dérive de Médiolanium étaient situées dans une position fort peu centrale, vers les confins de la cité ou même à la limite. Camille Julien également écrit à son tour « Je m'inquiète un peu des Médiolanones que je trouve à des frontières de Civitates ». Et puis, Léon Berthoud, lui aussi, note à propos des Médiolanones de Bourgogne, ces centres sont pour la plupart excentriques. Donc, nouvel échec dans la quête du sens. Alors, on s'est tourné vers une autre hypothèse. Hein. L'autre hypothèse, eh bien, c'est que l'élément médio aurait désigné des centres de pouvoir, des capitales de cités. Cependant, Auguste Longnon souligne que plusieurs médiolanums sont parfois repérables dans une seule cité. On en trouve 3 chez les Ambiens, on en trouve 6 chez les Éduins, on en trouve 5 chez les Allobroges, on en trouve 6 ou 7 chez les Ségusiaves. Il ne pouvait pas y avoir 6 capitales dans un même État. Hein. Donc, alors, on peut certes envisager des chefs-lieux de pagus. Ça, c'est possible. Seulement, des territoires très réduits de tout petits peuples gaulois sont encore capables de montrer 2 ou 3 médiolanones, comme vous le voyez, les Ségovélones, comme les Sotiates ou comme les Gabales, ce qui rend moins probable une division en plusieurs pagus. Encore ne connaissons-nous qu'une partie des médiolanones, parce que leur totalité pourrait rendre invraisemblable l'idée de capitale de cité ou de chef-lieu de canton multiplié. Hein, ça ne tiendrait pas debout. On remarque aussi que si une partie des médiolanones correspond à des localités de quelque importance, eh bien beaucoup sont des noms de lieux obscurs, hein, se rapportant à de simples hameaux, des écarts, des petits lieux-dits. Christian Guyon-Var parle, je le cite, d'endroits éloignés de tout établissement humain de quelque envergure, à notre époque ou à l'époque antique. Des lieux, du reste, souvent sans vestiges archéologiques très significatifs. Alors, devant ces impasses, eh bien, Yves Vadé a envisagé une autre hypothèse originale, c'est la construction par les druides d'un vaste système d'établissements en réseau
qui auraient été reliés entre eux par un système d'équidistance et d'angle extrêmement rigoureux. Cette solution est séduisante, avec des coïncidences parfois troublantes. Elle viendrait répondre aux propos de César qui dit des druides, je le cite, qu'ils se livraient à de nombreuses spéculations sur les dimensions du monde et celles de la Terre. Alors, des problèmes cependant se posent. D'abord, il est impossible de prouver qu'un tel système a vraiment existé et de reconstituer sa logique, sa structure globale, vu que la majorité des noms de lieux en Médiolanum s'est perdue à notre connaissance. Les restitutions imaginées sont donc forcément très partielles, on n'a aucune structure cohérente d'ensemble. Et en outre, les lois changent selon la nécessité de la démonstration qu'Yvanet veut établir. Mesure d'équidistance sur des droites, mesure sur des angles à degrés divers, mesure à partir de cercles, de triangles équilatéraux, de triangles isocèles. Alors, on risque de se livrer à un petit jeu gratuit qui correspond non pas à un système imaginé par les druides, de distance calculée au kilomètre près, mais on aurait un système imaginé par le chercheur lui-même qui mène ses études. Et en outre, comme Graham Robb l'a souligné, les calculs de distance et d'angle ont été souvent faussés. Il n'a pas été tenu compte assez des distorsions de la carte plane à partir d'une surface courbe. Des approximations et des mesures inexactes pour un système qui s'annonçait d'une extrême précision, extrême précision dans les degrés d'angle au degré près et dans les distances au kilomètre près. Et puis, il faut souligner aussi que dans les mesures effectuées ont été pris en compte, vous les voyez sur l'écran, non seulement des toponymes issus du modèle Médiolanum, mais aussi tout un ensemble hétérogène de noms qui n'ont rien à voir, mais qui ont un intérêt, c'est qu'ils viennent aider pour trouver des rapports d'équidistance et d'angle. Sites antiques qualifiés de hauts lieux, mais qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec le Médiolanum. Donc on a un peu l'impression que sont retenus ceux qui arrangeaient pour les calculs. Et donc, à nouveau, on s'interroge, construction des Gaulois ou construction de l'auteur. Si on prend en compte à la limite n'importe quel toponyme d'origine gauloise, on trouvera facilement des équidistances. Ce que reconnaît d'ailleurs Yves Vadé lui-même. Je le cite ici, la multiplicité même de ces médiolanums possibles accroît considérablement le nombre des équidistances ou des alignements purement aléatoires. Et encore, le même auteur, quand les points deviennent trop denses dans une certaine région, à la limite, n'importe quel point est toujours équidistant des deux autres. Autre interprétation voisine de la précédente, eh bien, celle justement de Graham Robb, dans son ouvrage sur les sentiers ignorés du monde celte. L'auteur envisage les médiolanums comme des points géodésiques, des jalons d'arpentage. Alors derrière ces grands mots, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, selon lui, les sites appelés médiolanums auraient été alignés sur des droites tracées au point médian entre deux points extrêmes d'un territoire. Cas du médionémétum que vous voyez au centre, entre l'ouest et l'est de l'île. Mais Graham Robb se limite à un exemple, et en plus, il ne concerne même pas un médiolanum, puisque c'est un médionémétum, ce qui est quand même différent. Sur le continent, il envisage une autre interprétation, des emplacements sur des lieux d'intersection d'axes orthogonaux, des lignes de méridiens, des lignes d'équinoxe. Mais simplement, l'auteur se limite à un seul exemple, celui du territoire des Ambiens. Alors, on ne peut pas juger d'une centaine de toponymes qui sont répartis sur tout le domaine celtique en analysant simplement un exemple aussi réduit. Au demeurant, l'auteur d'ailleurs finit par avouer, je le cite, cette constellation parfaitement ordonnée des Médiolana devait être un cas isolé, Et puis, une constellation parfaitement ordonnée. Oui, mais
Graham prend en compte des médiolanums en fait très douteux, des médiolanums erronés. Je vous ai entouré en rouge ou accompagné d'un point d'interrogation. Donc le tracé, vous voyez, il est très beau à l'œil, il est magnifique, c'est une construction de l'esprit, mais il est trompeur. Ça me fait penser à ces mots du philosophe Pascal qui évoquait ceux qui font de fausses fenêtres pour la symétrie. Là, on a affaire à pas mal de fausses fenêtres, à des beaux cercles et à des beaux angles, mais en fait, à partir de toponymes qui ne sont pas du tout fiables. Et même, Graham Robb inclut dans ses analyses des centaines de noms du Midi, Montes Medii, parmi les médiolanones, ce qu'ils n'ont vraisemblablement jamais été. Donc, ces hypothèses ne tiennent pas les promesses de ce livre qui a eu pourtant un grand succès. C'est un miroir aux alouettes attirant, mais assez illusoire et un nouvel échec dans la quête du sens. Alors, autre point de vue qui a été adopté, eh bien, les médiolanums ont été perçus comme des centres religieux. Et ça, depuis longtemps, ce n'est pas une idée moderne du tout. Henri Martin, dans son Histoire de France en 1860, parle de terre sainte du milieu. Georges Dautin, d'endroits consacrés. Émile Nègre, de sanctuaires centraux. Et Xavier Delamarre, de centres sacrés. Le composant lanon, plein, a en effet été compris comme avec le sens connexe de complet, de parfait. Donc, endroit où pouvait se réaliser une espèce de plénitude religieuse, dit Christian Guyon-Var, centre de perfection, commente Xavier Delamarre. Alors, certains sites de médiolanum peuvent faire pencher pour cette perspective, mais il faut noter qu'ils sont très peu nombreux, les médiolanums, à avoir révélé des équipements liés au sacré. Dans l'Oise, le mont Berny, ancien Médiolanum, a été le lieu d'une agglomération secondaire des Suessions, avec une zone de sanctuaire, fanum, terme, mais on connaît bien des complexes sacrés en Gaule sur beaucoup d'autres agglomérations qui n'étaient pas des Médiolanums. Le cas de figure est semblable pour Malin en Côte d'Or, Mediolanum au IXe siècle, qui a abrité une agglomération secondaire antique développée dans une plaine. Cependant, le site primitif, il a pu être sur la hauteur. Vous pouvez l'apercevoir au loin, cette hauteur qui porte un château. Les équipements liés au sacré paraissent avoir eu, c'est vrai, une certaine importance, existence de plusieurs ensembles cultuels, dieux gaulois traditionnels qui étaient invoqués comme Sicoluis, Litavis, Sucellus, Sirona, mais ça n'avait rien d'exceptionnel pour une agglomération secondaire. Évreux, ancien Médiolanum aussi, n'a révélé aucun lieu particulier lié à des sites antiques. Certes, est connu le site du vieil Évreux, qui a développé un très important complexe religieux gallo-romain, avec des thermes, un théâtre, un grand sanctuaire, mais ce site est à 6 km d'Évreux, et puis surtout, il portait un nom antique différent. Ce n'était pas un Médiolanum, il s'appelait Giserum. Ajoutons parmi les sacralisations possibles, au pied de la hauteur de Montmélian, à Meursault en Côte d'Or, la découverte de cette inscription en langue gauloise qui est dédiée à la déesse Bringindona. La pierre réemployée devant provenir du haut de l'éminence où on peut supposer, mais je dis bien supposer, et supposer seulement, l'existence d'un sanctuaire qui était peut-être consacré à la divinité. Comme le souligne Graham Robb, et là il parle juste, je le cite, « Aucun de ces lieux n'a jamais été une Jérusalem ou une Delphes celtique ». Donc le bilan est assez maigre pour ces sanctuaires centraux. On peut cependant ajouter quelques trésors de monnaie et de bijoux antiques qui paraissent quand même avoir donné une certaine importance particulière au Médiolanum, fait qu'il faut prendre en compte. En particulier, ce trésor que vous voyez, c'est le trésor de Taillac en Gironde, localité sur laquelle on trouve un lieu dit Milan, qui provient du toponyme Médiolanum. On y a récupéré 350
monnaie d'or gauloise et ce magnifique torque en or massif de 760 grammes du IIe siècle avant notre ère. Sur la commune aussi de Mailly-le-Camp, nous sommes dans l'Aube, on trouve un lieu-dit Montmélian, issu également d'un modèle d'un type Mediolanum. En ce lieu précis, des prospections aériennes ont permis de repérer une nécropole proto-historique et on a trouvé également un torque tubulaire en or de 123 grammes daté de l'Athènes finale sur le sol en terre battue d'une grange de la localité. Donc les Médiolanum ont pu connaître une certaine sacralisation, même si on ne doit pas l'exagérer. Autre recherche, Xavier Delamarre a tâché d'intégrer cette conception des Médiolanum à la figure de l'arbre cosmique. Un arbre gigantesque aurait existé mythiquement chez les Celtes, comme c'était le cas chez d'autres peuples, et le cimier représenterait le monde d'en haut, le niveau céleste et lumineux. Le bas de l'arbre, par contre, eh bien, figurerait le monde inférieur, le niveau souterrain, profond et sombre. Quant au milieu de l'arbre, eh bien, ce serait le monde intermédiaire des vivants, le séjour des terrestres. Alors Xavier Delamarre envisage que les Médiolanum aient désigné ce monde médian, situé en plein milieu. Mais attention, il faut d'abord souligner que Xavier Delamarre, avec une bonne prudence qu'il faut saluer, souligne que cette idée d'un milieu de l'axe incarné par des Médiolanum n'est qu'une conjecture et une supposition. Je le cite, « Il reste peut-être une trace de cette conception dans le fréquent toponyme gaulois de sens inconnu Médiolanum. » Et ailleurs, il écrit de même « Médiolanum, peut-être, à titre d'hypothèse, lieu de référence central sur l'axe vertical des trois mondes. » Même si on accepte cette hypothèse, il y a quand même un problème. C'est que le monde médian étant celui des humains, eh bien, n'importe quel lieu de vie serait donc implicitement un Médiolanum. Les établissements, les villages, les agglomérations, des milliers et des milliers de lieux. Alors, qu'est-ce qui ferait que seulement certains endroits précis aient été appelés par ce nom? Là, il n'y a pas de réponse. Alors, on peut douter un peu de cette géographie mythique des noms. Si les Médiolanum ont porté une certaine charge sacralisante, être des lieux solennisés, il ne semble pas avoir été des lieux de l'axe cosmique, ni des vrais centres religieux. On a vu que les sanctuaires avérés sont rares, alors que les archéologues ont découvert en Gaule des centaines et des centaines de sites cultuels de Phanum. Et là, presque rien. Par contre, il est frappant de constater que les Médiolanum ont révélé en bien plus grand nombre des sites d'oppidum. Et là, c'est un fait essentiel qu'il faut prendre en compte. Alors, on va le voir, si vous voulez bien, par l'image. J'ai évoqué tout à l'heure, on l'a vu en image, la hauteur de Montmélian à Tonnerre, qui a abrité un oppidum de type écron-barré à l'Athènes finale. Il est archéologiquement avéré. Le Médiolanum d'Évreux était aussi un oppidum sur la hauteur sans doute du coteau Saint-Michel qui domine la cité. La hauteur de Montmélian que nous avons évoquée en Côte d'Or a révélé grâce aux fouilles archéologiques qu'elle avait porté une petite citadelle gauloise, puis un camp romain, des vestiges de remparts et de levées de terre ayant été mis en évidence. Un autre site dont nous avons parlé, Mieulan en Savoie, où a été construit un château fort au XIe siècle, a révélé des vestiges romains et auparavant a dû abriter un oppidum gaulois. Le mont, j'ai sauté une diapositive, excusez-moi, le mont Milan à Langogne, en Lozère, a été aussi le lieu d'un oppidum avéré à l'Athènes finale. On a trouvé des restes de fortifications, du mobilier du second âge du fer. Enfin, la petite localité de Châteaumeillan, Médiolanum, dans le Cher, eh bien, s'est installée à l'endroit précis
où existait un oppidum gaulois dès le IIe siècle avant notre ère. Il n'y a qu'à détruire toutes les maisons de la moitié sud de la commune et on a la place forte en dessous. Ça vaut peut-être le coup d'essayer, mais je ne sais pas si les habitants seraient vraiment d'accord. Vous voyez ici le tracé de l'oppidum sur un promontoire entre deux cours d'eau qui l'encadrent, et vous voyez à l'intérieur eh bien, le tracé des rues de la localité d'aujourd'hui. Le trait rouge épais que vous voyez en bas correspond à la portion de rempart qui a été découverte par les archéologues. On est bien en présence d'un oppidum. En 1959, fouille de ce rempart, on voit Jacques Courvès, un archéologue très connu en arrière-plan, fouille à nouveau en 2003. Ici, on est juste devant le rempart. On examine le fossé qui le précédait. Cette fouille est conduite cette fois sous la conduite de Sophie Cross, qu'on voit juste devant le rempart. Voici l'aspect que ce rempart a aujourd'hui. On perçoit bien toujours la forte bosse de cette construction de défense et le dessin général qu'avait ce rempart. Il était construit, comme le montre cette maquette du musée de la localité, il était construit selon le type gaulois classique du Murus Gallicus, c'est-à-dire un entrecroisement de poutres rempli de cailloux et de terre avec un parement, une façade en pierre. Alors pourquoi une telle défense? Pour s'abriter des attaques extérieures. Et où les attaques extérieures étaient-elles le plus dangereux, le plus redouté, sinon près des extrémités du territoire, près des confins des cités. Ce qui amène à considérer que les Médiolanum aient été spécifiquement des établissements situés sur les limites de territoire gaulois. Certains chercheurs ont perçu cet aspect, mais ils l'ont limité à une partie seulement des toponymes. Nous l'appliquons à tous. Ce doit être la caractéristique commune et la clé du problème des Médiolanum. Sur les 87 toponymes en Médiolanum que nous avons étudiés, 85% se montrent proches des frontières de peuples gaulois. Seul, dans une dizaine de cas, la frontière est inconnue, mais nous sommes loin de connaître toutes les démarcations. Vérifions cela, si vous voulez, un peu partout en France. Voyons les positions limitrophes. Alors, Moilin, dans la Somme, était à l'extrémité des verrous menduins face aux Atrébates. Montmélian, qu'on a évoqué tout à l'heure dans le Val d'Oise, se situait sur la frontière entre les Parisis et les Sulbanettes, près des Meldes. Moilin, en Haute-Marne, était à la jointure des Catalones, des Tricassès et des Leuques. Moëlan, dans le Finistère, se trouvait à la frontière entre les Osismes et les Vénètes. Mélan, en Loir-et-Cher, s'est développé sur la démarcation entre les Carnutes et les Turons. Malin, en Côte d'Or, on a vu tout à l'heure les images sur cet établissement, était à la limite des Lingons et des Éduins. Châteaumeillan, on vient d'en parler, donc Cher, était sur la démarcation entre les Bituriges et les Lémoviques près des Arvernes. Et l'archéologue Sophie Cross, que nous avons tout à l'heure cité, eh bien, a souligné la position limitrophe de l'établissement. Elle écrit « L'oppidum de Châteaumeillan devait s'inscrire dans un réseau d'oppida laténiens. Sa situation à la frontière de la cité des Bituriges, de celle des Arvernes et des Lémoviques constituait un emplacement privilégié. Le site semble bien être un oppidum de frontière judicieusement positionné. Cette position d'ailleurs frontalière, eh bien, elle s'est prolongée, comme pour beaucoup d'autres Médiolanum qu'on retrouve à la frontière également de provinces, de diocèses, de départements. Ici, Châteaumeillan, on nous le dit dans ce livre qui date de l'histoire du Berry de 1566, eh bien, on parle déjà de ce lieu de Châteaumeillan qui est sur les confins du Berry, sur les frontières de la Marche et du Bourbonnais. Continuons encore un peu le relevé frontalier, eh bien, Miolan, en Savoie, se situait près de la frontière entre les Allobroges, les Sautrons et les Médules. Montmiol,
également dans le Cantal était sur les confins entre les Arvernes, les Lémoviques et les Cadurques, triple frontière. Meillan sur Garonne, aussi dans le Lot-et-Garonne, se trouvait à la limite entre les Vasates et les Nid-sur-Orge. Lannemezan est un ancien Médiolano. Là, c'est intéressant, en composition inversée. Au lieu d'avoir Médiolano, eh bien, vous avez l'anneau-médio qui a donné Lannemezan. On est dans une position frontalière aussi, puisque à la frontière des Ausques, des Convennes et des Bigérions. Je vais prendre un dernier exemple. Méolan, dans les Alpes de Provence, s'est implanté sur la démarcation des Caturiges avec les Savincates près des Édélates. Bon, etc., etc. Je ne vais pas le faire pour tous, mais vous voyez que c'est quasi systématique. Alors, c'est intéressant de visualiser les différents médiolanums maintenant qu'on peut trouver au pourtour d'un même territoire. Je reprends ici les cartes que j'ai publiées dans l'Atlas à la fin du tome 2 des frontières des peuples gaulois. Vous voyez, chez les Allobroges, vous repérez 6 médiolanums qui se trouvent tous les 6 sur les frontières. Malan, Mélange remonte au fur et à mesure, Montmélian, Miolan et Miolané, et un second Montmélian également qu'on trouve dans ce territoire. Si on passe chez les Éduins, là nous en avons 8 de Médiolanum. On va commencer par le haut et puis on va aller vers le sud au fur et à mesure. Donc Montmélian, on l'a vu tout à l'heure, c'est Tonnerre, Montmélien, Malien, Marlien, il a été identifié par Gérard Taverdé, c'était mon maître de thèse, les Miolans, plus donc de Montmalin que vous voyez à la limite avec les Ségusiaves. Alors évidemment, il y a parfois encore, tout n'est pas clair, des difficultés, je ne les élude pas. Il y a une dizaine de cas un peu plus compliqués. Ici, chez les Ségusiaves, il y a 4 lieux qui ne posent aucun problème. Vous voyez, tout au nord, les 2 Montmalin, pas de problème. Également à l'est, Miolan et le Miolan également sont sur les sites frontaliers. Par contre, on s'aperçoit bien que Miolan, Miolin et Maulian, à l'ouest, font partie de cette dizaine de toponymes un peu bizarres. Je pense que si on rectifie un peu la frontière, vous voyez, on y arrive assez facilement. Chez les Ambiens aussi, il peut y avoir des problèmes. Maulian n'en pose pas. Moilin, avec un petit rectificatif de frontière, ça doit pouvoir aller. Par contre, les 2 Molians que vous avez, Molian Dreuil et Molian au bois, ne paraissent pas sur un site frontalier. Mais on doit tenir compte qu'il y a eu des limites de Pagus, et Molian Dreuil, ainsi, est suspecté d'avoir été à la frontière du Pagus de l'Amiénois, ambianensis, et du Pagus du Fimeux, qui était au sud. Donc, la frontière passait par Molian-Dreuil. Alors, pour finir, revenons sur le sens des éléments du composé médiolanum, parce qu'ils peuvent encore et toujours paraître poser problème. L'élément médio signifie littéralement au milieu, au centre, on l'a dit. Mais pourtant, on avait affaire à des lieux complètement excentrés puisqu'ils étaient limitrophes frontaliers. Alors, comment je peux expliquer cette contradiction que je forme dans mon propre discours? Eh bien, si vous ne regardez qu'un seul territoire, évidemment, il est sûr qu'au milieu doit signifier au centre des terres. Mais si vous prenez en compte plusieurs territoires, alors là, la donnée change complètement. Un point à la jointure de 2 ou 3 de ces territoires, il devient forcément au milieu, au sens de mitoyen, de médian, de contigu. Quant à l'élément lanone de Médiolanone, qui n'avait, on l'a vu, rien à voir avec l'idée de pleine, qui signifiait plein, complet, total, eh bien, il jouait le rôle d'un superlatif. Les Médiolanums désignaient donc des points très frontaliers, des endroits en plein milieu des différents territoires ou parties de territoire. Donc, nous traduirons le composé Médiolanum comme un lieu à la pleine jointure, comme un établissement parfaitement mitoyen. L'Europe celtique étendue a pourtant formé un espace très, très morcelé. 22 pays d'aujourd'hui ont été celtes jadis. Et un espace qui ressemblait à un immense patchwork. Des centaines de peuples et de peuplades y ont cohabité. L'espace gaulois en particulier représentait un vrai puzzle de territoire. César disait déjà, en Gaule, non seulement toutes les cités, mais tous les pagus et fractions de pagus sont divisés. Donc chaque territoire
vivant entourés d'autres territoires, eh bien, on comprend l'importance qui a été attachée aux démarcations, on comprend qu'elles aient pu être nommées, solennisées, parfois sacralisées. Les noms en Médiolanum représentaient des endroits remarquables de séparation, mais aussi des lieux de convergence, de jonction entre les peuples, où des communautés différentes pouvaient entrer en contact. Voilà ce que nous pouvons dire dans une première approche globale. Voilà ce qu'étaient pour nous les Médiolanum. Un grand merci, Jacques. Gérard, il faut réactiver ton micro. Oui. À quelques instants. Voilà, bon. Excusez-moi. Merci, Jacques Lacroix, pour cet exposé très, très clair et qui nous éclaire aussi sur le Médiolanum, nous donne à réfléchir. Donc, je voudrais savoir s'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou lever la main. Lever la main, oui, réaction. Vous pouvez réagir en levant la main. Je vous donne la parole. Ah, alors, nous avons plusieurs personnes. Alors, levez la main pour que je puisse donner la parole dans l'ordre, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a Axel. Plusieurs personnes ont ouvert leur micro. Alors, malheureusement, j'ai des pseudonymes. D. Delneufcourt veut-il prendre la parole? Bon, j'avais une question, Monsieur Jacques Lacroix, si vous me permettez, en attendant que les gens lèvent la main pour prendre la parole. Comment dire, comme je suis breton, je m'intéressais, on parle de l'époque de l'âge du fer, en tout cas près une époque celtique, hein, donc de l'Antiquité. Est-ce que ce terme a évolué peut-être dans les langues locales, ou est-ce que logiquement, comme vous avez trouvé quelques cas en breton, je me demandais, est-ce que l'immigration bretonne aurait effacé les anciens toponymes de cités, ou est-ce que ces toponymes auraient évolué pour le cas de la Bretagne, comme la toponymie est assez bien étudiée, il me semble. Oui, il nous reste quand même quelques toponymes en Bretagne, puisque j'ai cité Mélan et Moëlan dans le Finistère. On a aussi le Molan et Molens, mais il nous en reste que peu, hein, 5 ou 6, c'est tout, qui sont encore connus comme Médiolanum. Les autres, effectivement, ont disparu. Hein. On trouve à peu près, je l'ai dit, 90 toponymes donc sur l'ensemble du territoire français. En Bretagne, bon, on en a quand même quelques-uns, mais on en a 5 ou 6. Ils sont d'ailleurs plutôt répartis assez largement. Hein. On voit que dans de très nombreuses régions, on va retrouver des Médiolanums, en fait. Il n'y a pas beaucoup de régions qui en sont vraiment complètement exempts. Est-ce que dans la le logique, sud-est, oui. on en trouve. Hein. J'ai cité tout à l'heure Méolan dans les Alpes de Haute-Provence. On en trouve de nombreux également dans le sud-ouest et qui sont très connus comme Méguin-sur-Garonne. On en trouve dans le centre énormément. On en trouve aussi en Bretagne. Hein. Mélan dans le Morbihan est un de ces toponymes issus de Médiolanum. Il faut cependant, j'en donne 87 exactement dans mon livre sur les frontières, il faut veiller à ne pas les multiplier pour impressionner si on n'a pas la quasi-certitude qu'il s'agit bien de Médiolanum. Hein. Il faut faire attention aux formes anciennes des toponymes, il faut les comparer tous ensemble. Comparer les formes est indispensable
c'est la comparaison qui nous donne la vérité. Un toponyme qui est complètement isolé dans sa forme, dont on ne connaît pas les formes anciennes, n'a aucune valeur. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il y en aurait d'autres candidats, on va dire, putatifs dans d'autres régions, y compris dans la Bretagne. Seulement, on n'en a pas la preuve ultime, donc il faut rester très prudent. Merci, parce que je me posais la question justement sur l'aspect linguistique. Est-ce que, comment dire, on a vu pour le nord de la France, et qui va jusqu'au Limousin, justement des couches germaniques de toponymes arrivées. Est-ce qu'on pourrait estimer aussi que les Médiolanum ont été victimes de ces nouvelles populations qui vont renommer effectivement des sites d'habitat peut-être ou... Ça, c'est possible. On n'en a pas simplement la preuve, on ne le sait pas, on l'ignore totalement. Il faut aussi prendre en compte le fait que Médiolanum n'est pas le seul toponyme frontalier que nous avons, puisque mon livre sur les frontières des peuples gaulois, j'ai montré que ces noms qui n'étaient jamais pris en compte, jamais, par aucun livre d'études de la langue gauloise, eh bien, j'ai montré qu'il y en avait 1500 toponymes frontaliers. C'est énorme. Et c'est dû à l'émiettement des territoires gaulois, évidemment. On se protège, on met des oppidums autour de son territoire et on met des sites sacralisants, on installe également des établissements et on les nomme avec des noms frontaliers. Maintenant, savoir, je trouve que déjà que 1500 toponymes soient passés jusqu'au XXIe siècle, c'est extraordinaire. Maintenant, déterminer, savoir à quelle époque un tel ou un tel a disparu, c'est extrêmement difficile à savoir. Là, j'aurais du mal à répondre à cette question-là. Oui, parce qu'on dit souvent que les oronymes, les hydronymes, les noms de montagnes et noms de rivières sont les couches les plus anciennes linguistiques qui Oui. peuvent même remonter jusqu'à l'indo-européen. Mais justement, là, eh bien, je montre dans mon livre, et je peux en parler là, que des noms de hauteurs également ont été formés sur ce même thème. Alors, dans Médiolanum, la nonne, on l'a dit, ne joue que le rôle d'un superlatif, c'est tout. Ça veut dire très beaucoup, si vous voulez, tout à fait, entièrement, rien d'autre. C'est donc sur médio que le sens porte. Or, on s'aperçoit qu'en plus des Médiolanum, ce qui n'a non plus jamais été remarqué, eh bien, médio a lui-même un sens frontalier. Donc, on trouve beaucoup de médios à sens frontalier et on va trouver dans ces médios, comme vous faites remarquer, eh bien, on va trouver dans ces médios des noms de montagnes et des noms de hauteur. Alors, je vais me remettre dans le partage et je vais vous montrer quelques vues où on a des noms frontaliers à partir du thème médio qui n'est plus associé au thème la nonne. Donc, je vais essayer de partager l'écran. En principe, on va y arriver. Super, voilà. Tout fonctionne. Vous voyez le mont Mézenc. Bon, ben, c'est évidemment un très bon exemple d'un toponyme qui a été formé sur le mot médio, ce qui n'avait d'ailleurs jamais été malheureusement reconnu, et qui est frontalier. Hein. C'est formé sur médou plus le suffixe inco. Nous sommes sur la frontière entre les Vélaves et les Elviens. Donc, au milieu, entre leurs deux territoires. Hein, on voit bien le sens de médio, ça ne veut pas dire au milieu du territoire, ça veut dire au milieu entre deux territoires. Ben, aujourd'hui, on est entre le Velay et le Vivarais. Aujourd'hui, on est entre la Haute-Loire et l'Ardèche, parce que c'est extraordinaire de voir comment, justement, si des toponymes ont disparu, s'ils ont été attaqués parfois par d'autres couches germaniques, etc., eh bien, il y en a d'autres qui sont demeurés, mais de façon indéracinable. C'est incroyable que ce toponyme employé, le mont Mézenc, à l'époque antique, eh bien, puisse subsister et que cette frontière
de peuple gaulois vélavelvien deviennent une frontière de province Velay-Vivarais, deviennent une frontière départementale Haute-Loire-Ardèche. Je donne des dizaines et des dizaines d'exemples de ce type dans mon livre. Vous voyez cette situation frontalière, là vous la voyez très bien, vous voyez où sont les Vélaves, vous voyez où sont les Alviens, et vous avez la frontière qui passe à l'endroit où se trouve le mont Mézenc. Mais je vais vous montrer d'autres médios, si vous voulez, qui sont frontaliers, sans qu'ils soient associés à la nonne. Et ça confirme le sens de médio. C'est une erreur de penser que médio veut dire au centre d'un territoire. Ce n'est pas possible. Vous avez la petite localité de Mézence, vous voyez très bien. Je l'ai extrait, c'est la carte 29 de mon livre sur les frontières des peuples gaulois, au tome 2. C'est le territoire des Ruthènes, et vous voyez où se trouve Mézence, point frontalier. Autre exemple, Maune, qui est également, qui doit son nom aussi au même thème. Maune s'appelle en 862 Médona, Med. On est à la limite entre, vous le voyez, hein, les Turons et les Carnutes. Il y a d'autres exemples qu'on peut également donner de cette académie. Mantes-la-Jolie. Alors, Mantes-la-Jolie, on en fait une enivrée. Moi, je veux bien, hein, mais tout ce qu'on a appelé enivrée, moi, je suis très critique sur cette interprétation. Non, pas du tout. Mais dans le tas, en 823, on est à la limite entre les Carnutes, hein, vous voyez très bien la situation frontalière, et les Vénuecas. Bon, on peut prendre comme ça d'autres exemples. Maine dans le Gard, Médénis en 960, Med, c'est exactement la même chose. On est à la frontière des vols caréconiques, la frontière de l'Est. Médiocanthus également, qui est un toponyme qui est connu à l'époque antique, qui correspond à la commune de Lasselles dans l'Allier. Même chose, situation frontalière entre les Bituriges, les Arvernes, tout près d'ailleurs également des Lémoviques. Pardon. Voilà. Donc, on a ici vraiment des frontières. Alors, je vais vous montrer également des cours d'eau, puisque étaient évoqués non seulement voilà, j'y arrive. Non seulement des hauteurs, je vous ai donné l'exemple du mont Mézenc, il y en a d'autres, hein, d'exemples. Le Cous Méjean, par exemple, était sur la frontière des Gabales. C'était aussi un nom frontalier. Alors, les cours d'eau. Vous voyez la Mayenne, ici, qui est dans le territoire des Andécaves, mais on a étudié ce territoire et l'auteur qui l'a étudié, c'est M. Dain, il a montré qu'il y avait en fait des pagus dans ce territoire et l'un de ces pagus était limité par la Mayenne, ce qui vous explique que ce cours d'eau soit un cours d'eau frontalier. Je cite un autre exemple, la Méjane. La Méjane, eh bien, vous la trouvez sur la frontière du peuple des Éduins. C'est ici également un cours d'eau. Elle sépare le Velay du Vivarais, tout comme le massif du Mézenc. C'est exactement la même chose. Elle fait la limite entre la Haute-Loire et l'Ardèche de même manière, et jadis la limite entre les Elviens et les Vélaves. Donc là, on a un thème médio qui est un thème lié à l'hydronymie. Voilà. On peut prendre également un autre exemple. Je vais le prendre sur cette carte-là, ça sera plus clair. La Midouze et le Midou, qui sont des rivières frontalières entre plusieurs territoires, les Aturates et ici Aturates et les Terbelles. Vous voyez comment le Midouze se trouve poule à la frontière de ces territoires. Encore un autre exemple, le Mignon. Le Mignon, c'est Médio-Ona. Ona, le cours d'eau, hein, en gaulois, Médio au milieu. Donc, ce Mignon, eh bien, où coulait-il? À la frontière nord des Santons, vous voyez leur territoire, et puis au-dessus, vous avez le territoire des Pictons.
ou des pictaves, appelez-les comme vous voulez, ça ne change rien. Donc, nous avons bel et bien des hydronymes également sur ce thème médio qui marquent les frontières et qui n'ont pas toujours été reconnus. Je vais vous montrer, je vous en parlais tout à l'heure, le Cosméjean. Voilà, je vous montre également voilà, où se trouve la hauteur du Cosméjean. Là aussi, vous voyez, proche de la frontière de 3 territoires, dont le territoire des Gabales. Voilà pour répondre à la question. Oui, le thème médio a aussi marqué des frontières hydronymiques et oronymiques. Merci. Donc, il faut comprendre le milieu comme le point médian entre deux entités et différencier le milieu du voilà, centre, qui sont deux choses opposées. Oui, mais ce n'est pas finalement opposé, parce que c'est le cœur entre 2 territoires. Et comme je disais tout à l'heure, ça montre les 2 tensions entre lesquelles ont vécu un peu les Gaulois, hein, il faut se protéger du voisin, il faut s'en séparer, et en même temps, c'est des points qui peuvent faire communiquer des populations, pourquoi pas, hein. Il peut y avoir des marchés frontaliers, par exemple, où des populations qui sont chacune du côté de la frontière, eh bien, se retrouvent ensemble. Alors, je vois une question là qui est posée d'ailleurs, je peux peut-être y répondre tout de suite. Oui, tout à fait. Comment connaît-on les frontières? Ah, elle a disparu. Alors, est-ce qu'on peut la remettre ou me la dire? Non. Alors, comment connaît-on les frontières des peuples des Pagis gaulois par des sources romaines? Point d'interrogation. Oui, alors, on les connaît très mal, hein, déjà, très mal. Alors, les frontières de peuples sont pour l'essentiel connues. J'ai montré tout à l'heure que dans les Médiolanum, il y a une dizaine d'exemples où on n'a pas pour l'instant déterminé la frontière, parce qu'on ne la connaît pas en fait, hein. Par contre, les frontières de Pagus, alors là, on peut dire que 9 sur 10, on ne les connaît pas. Il y a très peu, finalement, de frontières de Pagus qu'on connaît. Je peux en donner quelques exemples, si vous voulez, mais c'est extrêmement limité. Alors, je vais vous en montrer. Là, c'est pareil, on va revenir un petit peu à l'image, hein, si vous voulez que je donne des réponses qui soient bien précises, parce que sinon, on va parler dans le vide. Ça ne servirait pas à grand-chose. Voilà. Alors, je refais le partage de l'écran que j'avais fait tout à l'heure. On va voir si ça marche. Oui, je pense. Alors, je reviens sur le Mont Mélian, qui est à Meursault, dans la Côte d'Or, hein. C'est un très beau village parce que du point de vue vin, il n'y a pas meilleur, hein, le Meursault. Et alors là, vous êtes à une frontière de Pagus. Alors, je vous montre la frontière de Pagus, si vous voulez. Voilà. La hauteur de Montmélian est ici. Vous avez au nord le Pagus du Beaunois, le Belnensis, hein. Et puis au sud, eh bien, le Pagus du Chalonnais. Donc là, c'est un Pagus que l'on connaît, alors que bien souvent, on les ignore. Ici, on le connaît. Je vais donner un autre exemple. Là, c'est moi qui l'ai imaginé parce qu'on n'a pas la preuve. Sur le territoire des Éburoviques, c'est une carte qui est extraite des mêmes frontières des peuples gaulois au tome 2, eh bien, vous voyez qu'on trouve un Médiolanum évreux en plein cœur d'un territoire. Bon, donc, ou bien ce que je dis est complètement faux, mais on m'expliquera pourquoi les 80 autres toponymes, eux, se trouvent sur des frontières, ou bien il y a un problème. Le problème, moi, je crois qu'on peut le résoudre de façon très simple. L'Iton coule, vous le voyez, du sud au nord, et partage le territoire en 2 parties à peu près égales. Eh bien, il y a de fortes chances que Médiolanum évreux se soit trouvé à une limite de Pagus. Donc, il était au milieu des 2 Pagus. Voilà, au milieu des 2 Pagus, entre les 2 Pagus. Et j'en donne la preuve parce que, regardez maintenant sur ce territoire, je vais vous mettre les autres toponymes frontaliers que j'étudie dans mon livre. Voilà. Vous voyez que sur cette même zone médiane de l'Iton, vous allez
retrouver du nord au sud d'autres toponymes frontaliers. Je ne les commande pas parce que là, ça serait trop long. Hein. Forêt de bord, les oiseaux, je descends du nord au sud. Hein. Oissel le Noble, Bourte, Chandais. Voilà, ce sont tous des toponymes que j'analyse dans mes 2 tomes, des frontières des peuples gaulois, et qui ont tous un sens frontalier. Ça corrobore donc l'idée que nous avions ici la frontière entre 2 pagus. Voilà. Mais ces frontières, encore une fois, je pourrais citer d'autres cas, mais sont relativement rares. Alors, je vais quand même vous en citer un, c'est à la limite de la France et de la Belgique, c'est le Mélantois, un petit pays historique qui a été formé sur à partir de l'ancien diocèse de Tournai. C'est un pagus de la civitas des Ménapiens, hein, qui était limité par un petit cours d'eau, la Marque, et Mélantois, ce nom, ça vient du gaulois Métio Nantus. Nantus, c'est le Val. Hein, c'est la vallée, vous savez, le Nantes qui coule dans sa petite vallée. Et puis le Médio, c'est frontalier. Donc c'est le Val frontalier. C'est celui qui fait la frontière chez les Ménapiens. Voilà. Un autre exemple de pagus. Mais bon, pour l'essentiel, non, nous ne les connaissons pas. Merci. Alors, on avait une question de Gérard Poitrenaud. Qu'en est-il des médiolanums en dehors des frontières de la France? Les médiolanums, effectivement, qu'on trouve à l'étranger. Alors, j'en ai cité tout à l'heure quelques-uns, mais c'est vrai que j'en ai pas cité énormément. Donc, on va revenir effectivement sur eux. Là aussi, alors je vais refaire un partage d'écran pour qu'on puisse voir un petit peu cette question. Voilà, alors partage d'écran, allons-y. Voilà. Alors, il faut vous dire déjà qu'on connaît énormément de médiolanums en France, on en connaît beaucoup, beaucoup moins à l'étranger. On en connaît quelques-uns. Il y a une partie, on ne sait pas à quelle frontière ils correspondent. Par exemple, eh bien, en Belgique, on trouve Mélène, M-E accent aigu L-E-N, au sud-est de Tongres, près de la frontière des Tongres, mais pas sur la frontière des Tongres. Donc, celui-là est incertain. Il y a un autre nom également en Belgique qui est Mélin, M-E accent aigu L-I-N. Là aussi, on est vers la frontière ouest des mêmes Tongres, mais on n'est pas tout à fait sur la frontière. Donc, difficile ici d'affirmer quelque chose. Par contre, je vais vous en donner un autre nom de Belgique, puisqu'on est là dans la Belgique. Eh bien, allons-y. Comme j'ai 2 auditeurs belges, eh bien, je peux leur parler comme ça. Mende-Saint-Étienne. Vous voyez que Mende-Saint-Étienne, c'est en Belgique. Nous sommes à la frontière des Tongres et des Tréville. Alors, ce n'est pas un médiolanum, mais ce nom de Mende vient évidemment de Médio. Voilà, alors je reviens donc aux autres frontières maintenant dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des cas où l'on connaît bien la frontière. Donc, ces cas, en Autriche, par exemple, on est au nord-est de Vienne, on est chez les Rakatae, on est face à la Pannonie. Donc, c'est un site tout à fait frontalier. De même manière, celui que vous voyez en Bulgarie, on est à 75 km au sud de Bucarest, on se trouve à Pirgovo, on est contre le Danube. C'est la frontière aujourd'hui entre la Bulgarie et la Roumanie. Et c'était déjà la limite nord de la Mésie qui était marquée par le Danube, hein, qu'on n'appelait pas Danube à l'époque, Istros, mais enfin peu importe. Et c'était l'ancienne frontière nord des Skordisks. Donc nous avions bel et bien une frontière. Et puis en Grande-Bretagne également, bon, nous avons plusieurs sites frontaliers. Alors le premier, c'est ce médiolanum de Whitechurch, qui était à la limite des Ordovices et des Cornovii. C'était aussi, à l'époque romaine, un fort qui faisait partie des défenses frontalières et qui est reconnu
comme une cité frontalière. Graham Robb en parle dans son livre, et il dit qu'effectivement, elle occupait une région frontalière, probablement entre zones tampons, entre plusieurs zones celtiques. Là, je lui donne parfaitement raison. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à 3 kilomètres de la frontière du Pays de Galles. Vous voyez comme les frontières antiques continuent à nous parler. Bon, il y a d'autres exemples que je pourrais prendre, je ne vais pas tous les développer. Je vais prendre, la Suisse, par exemple, j'en ai pas parlé du tout. Donc, Mélène qui s'appelle Médiolana en 984 et qui est à la limite nord-est du peuple des Helvètes. Donc, nous sommes ici sur un site effectivement frontalier. Alors, il resterait évidemment le cas de Milan, parce que j'en ai parlé, mais déterminer une frontière, là, paraît beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Ce sens frontalier, d'ailleurs, était complètement effacé. Il était absolument inconnu. On va le voir, ça c'est amusant. Et puis, je parlerai de ce problème du médiolanum étranger. Très rapidement, on n'a plus compris ce que c'était que les médiolanums. En tout cas, les Latins l'ont plus compris. Donc, vous avez déjà Caton l'Ancien qui dit, voilà, je vais vous expliquer l'origine du nom de Mediolanum Milan. C'est pas compliqué. Il y avait un monsieur, il s'appelait Medio, et puis un autre, il s'appelait Olano. Alors, c'était 2 chefs étrusques lors de l'expansion étrusque dans la vallée du Pô, et de là vient le nom de Milan. Bon, ça, c'est aussi vraisemblable que ceux qui disent que les Médiolanums, c'est des centres de la plaine. Ça vaut pas mieux. Alors, il y a une deuxième explication encore plus amusante. Là, elle est un peu plus tardive, mais ça revient au même. Là, il y en a qui ont coupé médio l'anneau. Alors, médio, ça veut dire à moitié. Et puis l'anneau, on s'est dit, c'est la laine. C'est la laine. Alors, on a imaginé que le nom de Milan serait rapporté à la légende d'une laie aux poils longs, qui était recouvert à moitié de soie et à moitié de touffes de laine. Et le guerrier celte gaulois Bellovessos, guidant ses troupes, il arrive en un lieu dans la plaine du Pô et il voit cet animal extraordinaire, parce qu'on ne voit pas des laits qui ont une toison de mouton, c'est pas possible. Alors, il s'arrête là et il fonde Milan, parce qu'il trouve que c'est extraordinaire. Alors, ça, c'était l'imaginaire de ce que racontent ici les auteurs latins. Ça n'a aucune vérité. Et pourtant, vous le voyez, l'animal est devenu l'emblème de Milan. Vous le trouvez dans différents lieux de la cité, dont le palais de la région, où cette photo a été prise à côté du Duomo. Bon, donc Mediolano à demi poilu. C'est complètement imaginaire. Alors maintenant, est-ce que cette cité a été frontalière? On n'en sait rien, on n'a pas la preuve, alors que je vous ai montré que souvent on a la preuve de la frontière. Ici, on ne l'a pas, mais on a des indices. Alors l'un de ces indices, c'est Desbordes qui a parlé de cette question, des terrains différents. Or, on note que Milan, au cœur de la plaine du Pô, est au contact de 2 régions. Au nord, vous avez la haute plaine sèche, et puis, voilà, ici, et au sud, vous avez une basse plaine humide, plein de sources qui s'abaissent vers le Pô. Donc, pour Jean-Michel Desbordes, les Médiolanums sont souvent à la convergence de formations géologiques. Donc, ça peut former, vous voyez, 2 parties de territoire. Et Milan, c'est le carré noir que vous voyez. Milan serait entre ces 2 parties complètement différentes. D'autre part, oui. Oui, et comment dire, alors nous avons Marcella Spinola qui est originaire de Milan. Donc peut-être Oui. Marcella, ton micro est activé. Peux-tu dire quelque chose en tant qu'italienne? Merci beaucoup, Monsieur Lacroix. Non, c'est très gentil. Effectivement, je connaissais les différentes. C'est un problème. C'est un problème pour mes amis en Italie. Il y a aussi d'autres problèmes toponomastiques dans la plaine du Pô. Pas le seul. On ne sait pas. On ne se prononce pas en tout cas. Et c'est la première fois que moi je suis en contact avec cette histoire de
de confins, de limites, etc. Donc, merci beaucoup. Non, j'ai Oui. malheureusement Donc, rien je vais apporté. préciser parce qu'il y a quand même d'autres. J'ai essayé de trouver une solution à ce problème. Il y a quand même d'autres arguments qu'on peut faire valoir. Hein. On peut penser donc, ça c'est ce que j'ai déjà dit, que Milan était à la limite de 2 circonscriptions et jouait donc un rôle centralisateur et fédérateur. Alors, Polybe rapporte qu'en 222, les chefs des Insubres avaient décidé, devant l'arrivée des troupes romaines, d'aller au combat. Et ils ont rassemblé en un même endroit, ces chefs gaulois, ils ont rassemblé toutes leurs enseignes, hein, ce qu'ils faisaient en temps de guerre, dont les enseignes qu'on appelait inamovibles et qui étaient dans un sanctuaire fédéral dédié, selon Polybe, à une déesse qui était assimilée à Athéna. Alors là, c'est l'interprétation de Venceslas Cotta. Il pense que ce lieu fédérateur des Insubres devait être situé à Mediolanum Milan, qui était la capitale. Donc, au lieu, vraisemblablement, où se rejoignaient plusieurs pagis et où les enseignes pouvaient être rassemblées, évidemment, parce que les différents chefs de guerre des différents pagis, eh bien, allaient conjuguer leurs forces pour partir au combat. Donc, Milan a pu avoir ce rôle fédérateur au centre de plusieurs petits territoires. Comme on a vu tout à l'heure, Mediolanum Évreux pouvait avoir le rôle également centralisateur au centre, au milieu de 2 pays. Voilà. Donc, là, je pense que j'ai à peu près répondu au problème oui, merci. des Mediolanum de mémoire, je à me rappelle l'étranger. qu'avec Claude Stax, on disait que comme les Gaulois comptaient sur 5, donc il y avait 4 pagis ou petites entités et un point central, le Mediolanum en l'occurrence, qui contenait justement les choses importantes pour ce territoire qui était autour. Voilà, ça, Oui, mais je vous parle d'il y a 30 ans. Ceci dit, oui. Alors, ceci dit, je réponds. Oui, chaque territoire comportait plusieurs pagis. Mais on ne peut pas les limiter parce que ce chiffre, évidemment, serait impressionnant, parlant mythologiquement, les limiter à 5. Vous avez des territoires où il y avait vraisemblablement 2 pagis, parce que ces territoires étaient tout petits, tout simplement. Il y en avait d'autres qui avaient 3 pagis, il y en avait d'autres qui avaient 4 pagis, etc. Moi, j'ai fait une étude là-dessus, approfondie. J'ai cherché dans tous les Mediolanum dont je parlais, les 90 Mediolanum, eh bien, j'ai cherché combien pouvaient être à la frontière d'au moins 3 pagis, d'au moins 3 territoires, que ce soit des pagis ou des territoires complets, peu importe. Mais comment ces Mediolanum se trouvaient non pas à la frontière de 2 territoires, mais de 3 territoires ou de 4 territoires. Et je veux bien accepter 5, mais ce cas-là, je ne l'ai pas vu beaucoup. J'ai trouvé que plus de 25%, c'est énorme, hein, moi je trouve, plus de 25% des Mediolanum en France, enfin dans la France d'aujourd'hui, on les trouve, ces Mediolanum, à la frontière de 3 peuples antiques. 3. Hein, donc, ça veut dire que peut-être qu'effectivement, ces endroits fédérateurs, on les trouvait particulièrement à des endroits où on avait la convergence de pas mal de territoires. Si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Alors, voilà. Moulins, par exemple, en Haute-Marne, était à la frontière des Lingons, des Leucs et des Séquanes. Triple, 3 territoires. Vous voyez ? Je prends un autre exemple, Mélan, dans le Lot-et-Garonne, vous êtes à la frontière des Nitiobroges, des Tarbelles et des Sautiat-et-Lusat. Il y a même un 4e territoire, mais là, je sais pas trop, on ne sait pas trop qui l'occupait. Donc, 4 frontières. Molin, dans l'Aisne, était à la frontière des Nerviens, des Viromanduins et des Rèmes. Molian, dans l'Oise, était à une quadruple frontière, les Ambiens, les Bellovaques, les Veliocases et les Catuslogues. Bon, allez, dernier exemple, Montmélian en Haute-Savoie était à la frontière des Allobroges, des Médules et des Sauterons. Vous voyez donc comment on a pu avoir en un même lieu le regroupement de plusieurs territoires. Alors ça me fait penser à autre chose qu'on n'a pas du tout évoqué.
Et ça, je voudrais bien qu'on l'évoque. Hein. Je trouve que c'est vraiment très important. C'est en Irlande, le Mid. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Hein. C'est très, très important. Miss, donc dans la forme anglicisée, Mid en ancien irlandais, et en irlandais moderne, ben, Mi, tout simplement, Mi. Bon, c'est le nom d'une des 5 provinces traditionnelles de l'Irlande. C'est le nom d'un royaume déjà médiéval, et puis on pense qu'il aurait été même fondé au 1er siècle de notre ère. Alors, c'est un royaume, le Mid, évidemment. Ce mot, c'est celui qu'on trouve dans les médios de Mediolanum. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, vous voyez qu'il est, au bourg, enfin au centre plutôt, d'autres territoires. Il est encadré par l'Ulster, par le Connaught, par l'Ulster, par le Munster. Donc, son nom, on l'a interprété comme l'endroit du milieu, parce qu'on a dit, ah ben oui, il est au centre de l'Irlande. Moi, je ne l'interprète pas du tout comme ça. Moi, je pense que son nom vient de ce que vous voyez la carte. Il avait un contact frontalier avec les 4 autres territoires. Donc, son nom est bien un nom qui se relie à l'idée de frontière. C'est le lieu médian qui est en communication avec les autres, et ici de façon remarquable avec les 4 autres territoires. Voilà pour ce pour rebondir sur ça, il y avait Patricia qui demandait, je vois la carte d'Irlande, est-ce que les Médiolanones existaient dans ce pays? Ah, ça, non, j'en ai pas moi connaissance. Il y a évidemment des toponymes en médio, oui, la preuve, le Mid, mais les Médiolanones, non. On en a en Europe continentale, on en a même en Grande-Bretagne, on en a quelques-uns, plusieurs en Grande-Bretagne, mais on n'en a pas en Irlande. En Grande-Bretagne, d'ailleurs, il y en a un que j'aurais pu évoquer, parce que tout à l'heure, j'ai cité Graham Robb qui en parlait, c'était Medionemetu. Et alors lui, il dit, bon, ben, vous voyez, c'est un point tracé entre 2 droites, hein, qui se retrouvent au milieu. Mais il n'a pas vu l'essentiel, il n'a pas vu que c'était sur une frontière. Mais la frontière, ben, vous la voyez, elle est là, c'est le mur d'Antonin. Alors c'est la frontière, évidemment, de l'époque romaine, mais c'était déjà avant la frontière, c'était la frontière des Brigantes face aux Calédoniens. Donc, c'était bel et bien une frontière celtique. Et ça, c'est dommage, parce que là, Graham Robb est passé tout à côté de l'explication qu'il aurait pu saisir du caractère éminemment frontalier du toponyme médio. Et vous voyez que là, ce n'est pas un médio-lanon, mais médio a bien le sens frontalier. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il est ici couplé avec Néméton. Or, Néméton, c'est un temple sacré. Ça prouve que tous les Médiolanum n'étaient pas des Némétones. Évidemment, c'était quelque chose de particulier. Donc, ça veut dire que les Médiolanum, vraisemblablement, n'ont pas été des lieux de sanctuaire. Hein, ce que j'ai essayé de montrer un peu dans mon intervention. Il ne faut pas laisser son imagination aller ici et dire ah bah, c'était des centres sacrés. Bon, oui, mais qu'est-ce qui le prouve? Merci. Donc, vous pouvez encore poser quelques questions. J'avais une question pour vous. Comment dire, est-ce que les anciennes frontières des diocèses médiévaux, ne correspondent-elles pas aux limites des pagis gaulois? Oui, ce n'est pas systématique. Évidemment, on retrouve d'ailleurs dans les Médiolanum, ça, j'en ai fait le détail hein, dans mon livre, parce que dans le livre, j'examine les Médiolanum en 50 pages, donc là, j'ai le temps. Et donc, pour chacun d'entre eux, eh bien, je montre si ça correspond aux frontières de diocèse, si ça correspond aux frontières de province, de région, de départements actuels, etc. Alors, effectivement, il y a des coïncidences. Elles ne sont pas complètes. Si vous prenez les frontières de diocèse, oui, il y en a plusieurs. J'ai cité Malin tout à l'heure, vous l'avez vu en Côte d'Or. Oui, c'était une frontière de diocèse. Moilin également, ou Montmélian ou Molien sont des frontières anciennes de diocèse. Mais
bon, il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine entre peuples. Par contre, les frontières départementales, mais c'est incroyable, alors qu'on pourrait se dire, mais les départements, ça existe depuis la Révolution, donc c'est tout à fait moderne. Mais quand la Révolution a inventé ces départements, ben, elle ne l'a pas créé ex nihilo, elle a repris d'anciennes limites. Et on retrouve donc dans mes 90 médiolanums, moi je retrouve à peu près 35 frontières de département. 35 sur 90. Ça veut dire que ces frontières-là sont restées opérantes pendant 2000 ans. C'est remarquable de stabilité. Les noms eux-mêmes ont une stabilité extraordinaire, parce que penser qu'il y a plus de 90 médiolanums encore qu'on peut dénombrer sur notre territoire, c'est énorme. Mais penser que les frontières, elles aussi, non seulement les noms ont subsisté, mais parfois, il ne faut pas exagérer, hein, mais parfois les frontières aussi. Oui, donc il peut y avoir une pérennité. C'est possible. Alors Gérard, on n'a plus de questions. Je ne sais pas le temps qui nous reste. Merci, grand merci à Jacques Lacroix. Je vais lui donner le mot de la fin en le priant peut-être de nous représenter ces deux livres sur justement les frontières. Oui. Et donc, je crois pour que nos tout le monde auditeurs. les connaît plus ou moins. Enfin, je veux bien les montrer. Juste avant, voilà. Alors ça, c'est le tome 1. Hein. Et puis, voilà le deuxième tome où on parle du problème des médiolanums, d'autres problèmes aussi, et où on retrouve toutes les cartes dont je parlais tout à l'heure, hein, puisqu'il y a une quarantaine de cartes pour mieux cerner eh bien, tous les territoires et tous les noms frontaliers. J'ai mis sur ces cartes tous les noms qui pouvaient montrer la frontière d'un territoire. Et vous voyez là aussi, la permanence est extraordinaire. Hein. J'ai pris au hasard, là, vous avez le territoire des Séquanes. Vous voyez que tous les points, tous les noms qui sont marqués sont des noms frontaliers. Donc, c'est époustouflant hein, de pouvoir trouver encore dans ce qu'on pourrait penser complètement mort, hein, ce passé qui vit toujours. 1500 noms de lieux qui nous parlent encore des Gaulois. C'est fabuleux. Hein. Bon, bah, je peux conclure maintenant. Je pense que rapidement, hein, on a vu en tout cas que la question des médiolanums avait de nombreux aspects, de nombreuses ramifications et a donné lieu à des interprétations très, très divergentes. Heureusement, des devanciers ont fait le travail. Ils ont montré qu'il y avait beaucoup d'interprétations qui n'avaient pas du tout un fondement solide. Hein. Déjà, Auguste Longnon le montre et les autres à leur suite. Et puis, des études ont permis une remise en cause et abandon de théories qui ne tenaient pas la route. Alors, que sont les médiolanums ? On l'a vu, une explication nouvelle s'offre pour établir le lien entre les médiolanums et puis les frontières. Alors, tout n'est pas réglé. J'ai bien montré qu'il y avait des questions encore qui n'avaient pas de réponse et des choses qu'on ne connaissait pas, comme les frontières des Paquis, par exemple. J'ai une dizaine de toponymes. Je ne sais pas à quelle frontière ils correspondaient sur une centaine que j'ai montrées. Mais on voit que les perspectives s'ouvrent, que les médiolanums ont été des sites, sinon sacralisés, du moins solennisés, à des endroits de séparation entre peuple et peuplade. Donc des lieux à protéger pour l'intégrité du territoire, et en même temps des lieux de jonction. Je voudrais insister là-dessus, des jonctions entre différentes communautés. Donc les médiolanums, ça a pu marquer ce qui limite, et en même temps, ça a pu marquer ce qui peut fédérer, ce qui peut rassembler. Et je crois que les peuples celtes, et particulièrement gaulois, ont vécu au cours de leur histoire entre ces deux tensions, la division et l'union. Et les médiolanums, pour moi, exprimeraient cette réalité. Et puis, dernière chose peut-être à dire, une dernière remarque, on mesure combien l'étude de la langue gauloise est loin d'être fermée. On pourrait penser que tout a été dit sur la matière gauloise, qu'il n'y a plus rien à chercher, qu'il n'y a plus rien à découvrir, que les livres ont écrit tout ce qu'on pouvait savoir sur la langue gauloise et qu'on a des vérités en quelque sorte définitives. Eh bien non, tout n'a pas été gravé pour toujours. Il y a des remises en cause, assez nombreuses d'ailleurs, des vérités admises qu'il faut récuser et ne pas hésiter. Il y a des sens différents à faire émerger.
Je cite souvent ces mots de mon président de jury de thèse, Venceslas Kruta, qui parle d'un champ de recherche difficile, les Celtes, souvent miné par des interprétations traditionnelles, dont le fondement est finalement bien moins solide qu'on ne le croit. Je crois que ce qu'on a dit des Médiolanum le montre, on ne peut mieux. Hein. Je pense que l'étude du gaulois, en tout cas plus largement des langues celtiques, demeure riche de promesses et de découvertes dans l'avenir, et que chacun pourra apporter sa part de progrès dans cette recherche qu'il faut poursuivre. Voilà. Merci de votre écoute et de vos questions. Hein. Moi, j'ai été heureux de passer ces moments avec vous et des questions qui m'ont été posées. Bonne fin de soirée. Un grand merci. Démonstration. Avant de nous séparer, je réitère mon annonce pour le 13 mai 2023, la journée d'études des AEC. À noter, s'il vous plaît, et le prochain apéro celtique, le 15 décembre 2022. Alors, c'est aussi un jeudi, c'est aussi à 20h30. Nous gardons ces heures-là pour que ce soit plus facile à mémoriser. Donc, bonne soirée à vous. Et puis, ceux qui, parmi les membres des AEC, qui veulent rester pour le débrief, peut-être se lève la main pour être notifié. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée encore une fois, et puis à la prochaine fois. Voilà. Au revoir à tous. Merci. Par contre, Gérard, il faut que tu me dises, parce que moi, je dois désactiver. Je ne sais pas qui désactiver au final.